Bagdad, the City of Peace. Oui, c'est marqué juste là en arabe. On a traduit avec Google Trad pour en être sûr. Dans Bagdad, vous allez être un vizir qui va se balader dans la ville et qui va potentiellement jeter des pièces aux étudiants et ignorer des malades mendiants. Bon, vous avez été nombreux à nous le demander dans les commentaires ce qu'on en pense. Eh ben, ça sera dans cette vidéo. C'est parti. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Bagdad, The City of Peace, un jeu que nous avons obtenu SN encore. Cependant, il est issu d'un Kickstarter. En fait, après avoir lu la règle un peu avant SN, j'avais très envie d'essayer un jeu qui me paraissait au départ un peu plus classique, en tout cas dans le style de la paire des auteurs que nous apprécions beaucoup, qui ensemble ont déjà fait Autobahn et Shackleton Base. Oui. Et on a fait uniquement des parties à 3 joueurs. On n'a pas eu de configuration à 4. Et bizarrement, ce qu'on ne fait pas toujours, c'est que finalement, on a laissé le jeu vanilla. Le jeu offre des modules, différents modules qu'on peut ajouter au fil des parties. Et on n'en a pas ressenti le besoin. Parlons un peu de la règle quand même. Oui, la règle, bah, donc tu l'as dit, on avait fait une vidéo preview donc durant l'été. Ça nous avait pas semblé ultra compliqué à comprendre à l'époque. Là, on s'est remis dedans, c'est revenu quand même assez vite. La règle, finalement, c'est 6 pages, ça va relativement vite. Il n'y a aucun concept à expliquer dans le jeu. Peut-être la seule chose par laquelle il commence, finalement, c'est de montrer l'anatomie d'une carte pour la comprendre. Et une fois que vous avez cette information, eh ben, il part directement sur la structure de tour, qui est en plusieurs phases. Et vous suivez cette structure avec les différentes actions qui sont dedans. Vous arrivez à la fin, ben voilà, le scoring final est là et c'est parti. Donc c'est relativement tassé. Dedans, vous allez trouver quand même évidemment les règles des différents modules. Vous allez trouver aussi un mode solo. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'ils ont quand même mis une page pour expliquer les différents prérequis de chaque carte. Parce que même si l'iconographie va vous sembler simple, il y a quand même des cas un peu particuliers. Et donc, avoir mis cette carte de référence, c'était plutôt une bonne idée. Faut compter 20 minutes d'explication pour quelqu'un qui sera assez attentif tout de même. Au début de votre tour, vous allez glisser vos cartes, vos 3 cartes et celle qui va en sortir. Si vous validez les conditions, eh ben vous allez avoir un bonus, des points, quelque chose de sympa. Vous allez ensuite en jouer une nouvelle au début de ce train et potentiellement déplacer votre bateau si la carte l'indique vers des marchandises et des potentiels scoring de fin de partie. Puis vous allez déplacer votre vizir d'un quartier au minimum, vous utilisez des jetons pour aller un peu plus loin si vous en avez envie, là vous allez pouvoir soigner un malade, transmettre votre savoir à un étudiant, construire le palais ou un bâtiment pour des revenus supplémentaires sympathiques, ou pourquoi pas lire des livres. Attention à vos capacités disponibles sur les cartes que vous avez devant vous, c'est là aussi tout le sel du jeu, parce que ces cartes vont vous dire où vous allez pouvoir accueillir le jeton que vous venez d'obtenir en déplaçant votre vizir, parce que vous n'avez pas les moyens. Et il y a des potentiels bonus qui peuvent être appréciables. Et attention à vos finances, on va sans doute en reparler, car chaque étudiant est malade à votre vizir en fin de tour, et ben ça va vous coûter cher même. Malgré une apparente complexité, eh ben le jeu est plutôt accessible en fait. Mais parlons avant du matos. Ouais. Bon, moi, le matos, je suis pas ultra fan de la direction artistique. Finalement, la boîte du jeu est pas mal, mais quand vous voyez le matériel du jeu, je trouve ça un petit peu austère. Je sais pas, ça manque d'une certaine patte. Bon, les cartes, je les trouve pas très jolies. Le choix des couleurs est un peu bizarre. Par contre, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est quand même, elles ont une bonne lisibilité, je trouve. Donc, bon, bah, c'est toujours mieux de garder la lisibilité qu'autre chose. Le plateau principal, il est rond. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Il va prendre quand même pas mal de place. Après, en effet, en mode avantage, c'est que tout le monde est à peu près équidistant de la zone d'action qui va être quand même à manipuler souvent. Les plateaux personnels, donc moi je les trouve pas très jolis, mais on va dire que c'est efficace. Ça fait le job. Bon. Sinon, l'iconographie, donc on en parlait un peu au niveau de la règle. Moi, ce que j'aime bien dans un jeu, c'est que souvent, une fois qu'on a expliqué la règle et qu'on a expliqué les différentes actions et montré l'iconographie qui est reliée à ces actions, c'est de pouvoir reprendre une carte un peu au hasard et de se dire est-ce que tout le monde arrive à la lire de façon compréhensible. Normalement, vous arriverez à lire 90% des cartes grâce à l'iconographie que la personne aura expliqué pendant la règle. Sauf qu'il y a quand même quelques iconographies qui vont poser problème parce qu'il y a des choix un peu bizarres. Parfois, ils pourraient mettre juste un chiffre 3 avec une icône, et puis non, parfois, ils mettent 4 tuiles, 5 tuiles, mais c'est dans des formes différentes. Donc, on pourrait penser est-ce qu'il y a un pattern? Non, il n'y en a pas.
Pourquoi ils n'ont pas mis juste un chiffre avec l'icône en face, c'est beaucoup plus parlant. Donc, il y en a quelques-unes, en effet, il faut remettre le nez dans la règle. Mais ça, c'est vraiment pour pinailler, parce que ça ne concerne que allez, quelques cartes par-ci par-là. Sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Le matériel, il est bien sans être somptueux, il est fonctionnel sans être, vraiment exubérant. C'est dommage pour une ville, liée quand même à de l'architecture où on aurait voulu peut-être un peu plus d'ornement, quelque chose qui rappelle un peu plus, l'architecture du coin et l'art, en tout cas pour la période où qui est censée se passer le jeu. En tout cas, tous les rappels sont là où il faut. En effet, il y a quelques icônes qui posent question, mais elles sont légèrement différentes. Une fois qu'on a compris pourquoi elles étaient légèrement différentes, je pense à celle du bateau, bah, on comprend qu'elles vont pas fonctionner tout à fait de la même façon. Donc, ça aurait pu être présenté autrement. La mise en place, elle est un peu longue aussi. Il va falloir mettre tout un tas de petits jetons qu'il va falloir bien, bien, bien identifier. C'est un tout petit en taille 1, en police 1 sur le jeton qui va vous permettre de faire la différence. C'est pas terrible ça, donc ça demande un grand tri en plus à la fin de la partie. C'est un peu chiant. Pardonnez-moi l'expression. En tout cas, cette mise en place un peu longue et puis ce rangement un peu long va de toute façon permettre une immense variabilité entre les parties. C'est l'avantage de l'inconvénient. En termes de sensations, les deux auteurs, Fabio Lupiano et Nestor Mangone, qui ont fait plein de jeux qu'on apprécie énormément ici, soit ensemble, soit chacun de leur côté, proposent un jeu dont votre score va dépendre de votre aptitude à vous donner une direction tout au long de la partie. C'est pas forcément évident, on retrouve un peu cet esprit de se dire bon bah dans quelle direction je vais au début, on ne sait pas très bien, puis ça va se dessiner, donc peut-être qu'on va faire un pari sur quelque chose au départ, ça va peut-être fonctionner, peut-être pas. Par exemple, on va vouloir scorer sur le palais qui est pourtant sur les bateaux, et puis à la fin on n'aura pas fait le palais, donc bah, on n'aura rien marqué dessus. Donc il faut avoir une certaine constance. Et puis, bah, si la chance vous sourit, parce qu'il y a un peu d'aléatoire dans le jeu, sur le remplacement des tuiles pour pouvoir se dire ah tiens, je tombe sur la bonne ou je vais pas un coup supplémentaire sur celle que je visais, ça peut être sympa. La ressource principale du jeu, les petites pièces, elle est plutôt rare finalement. Elle est indispensable. Et là, il y a un équilibre à avoir parce qu'elle ne rapporte rien si elle vous en reste à la fin de la partie, même pas les points du pauvre, comme nous on aime les appeler. Euh, donc du coup, il y a une légère tension sur cette ressource. Bon, c'est pas bien grave, on va peut-être s'orienter vers autre chose, une position qui va être moins onéreuse sur le plateau parce qu'on n'aura pas un étudiant à financer. Et il y a des fois, on s'est retrouvé dans des parties où il y aura forcément un coût et on se dit, il y a un quartier qu'on va à tout prix éviter parce que ça coûte beaucoup trop cher. C'est peut-être pas intéressant. En tout cas, il y a des opportunités qui sont à saisir avec une bonne observation du plateau de la ville et des différents scorings. On retrouve un petit peu ce qu'on a adoré dans Hayard, de se dire, bah, faut étudier le plateau pour savoir comment on va scorer, quelle symbiose on va avoir, ou auto-symbiose, on va dire, où il y a un scoring qui va s'alimenter tout seul. Je vous laisse découvrir ça en jouant au jeu. En tout cas, on reconnaît bien la patte des deux auteurs là de construire son scoring au fur et à mesure de la partie, ce qu'ils ont fait déjà dans plein de jeux, surtout un, mais en tout cas, on reconnaît cette patte-là. Oui, tout à fait. Euh, alors, après la lecture des règles, en vrai, on se dit le jeu est vraiment très très simple. Bon, bah, vous déplacez votre rivière de cartes, il y a une carte qui s'active, vous jouez une carte, vous en avez trois en main, donc c'est pas non plus un choix délirant. Donc on se dit, ah, ça va être simple, presque on va pouvoir le faire jouer à tout le monde. Et puis finalement, quand on y joue, on se dit, ok, je comprends bien cette mécanique, elle était connue. Sauf qu'on vous dit finalement, il n'y a pas vraiment de tour de jeu. On vous dit, vous allez aller au bout d'un tas de cartes, vous regardez le tas de cartes, vous dites, ok, ça représente quoi vraiment? Bon, on calcule pas vraiment combien de cartes on va jouer, donc on se dit juste, bon, est-ce que ça va être rapide, lent? Est-ce que j'ai le temps d'instaurer un moteur? Ou est-ce que ça se trouve, le jeu est très court? On est vraiment dans l'inconnu. Et on est aussi dans l'inconnu du scoring. Donc on est dans une sensation très bizarre, euh, un peu de l'inverse d'un horloge dont on parlait la semaine dernière. C'est que potentiellement, là, le jeu en lui-même, très simple, c'est jouer une carte et faire des actions. C'est vraiment pas compliqué. Par contre, la destination est complètement inconnue. Et là, elle va se construire, comme tu l'as dit, au fil de la partie. Et on ne sait pas non plus vraiment le rythme. Donc finalement, la première partie, on est en mode apprentissage. Et une fois qu'on se rend compte finalement que d'un seul coup, ce tas de cartes, finalement, ça va quand même assez vite, finalement, on se dit, ah, on est un peu entre les deux. J'ai pas le temps d'avoir un moteur, mais il faut quand même faire des choses. Le scoring, finalement, on peut pas tout faire, très clairement. Il faut faire des choix. Le choix aussi des autres joueurs va vous impacter. Donc voilà, cette première partie, elle était assez intrigante. Et c'est pour ça, en fait, que même sur les parties suivantes,
on n'a pas eu de nécessité à jouer avec les modules, parce qu'en réalité, on n'avait toujours pas dompté vraiment le jeu, et le jeu nous offrait quand même beaucoup de possibilités, de stratégies qui avaient l'air assez différentes. Et donc, c'était assez plaisant, quoi. Vraiment tout l'inverse d'autres jeux où parfois, bon, les imbrications sont un peu inconnues. Mais là, on sait ce qu'on fait, mais bizarrement, il y a quand même ce petit voile, ce petit brouillard de guerre, comme je dirais, qui est présent et qui est vraiment intéressant. En termes d'interaction, elle est totalement et exclusivement indirecte. Ce sont des courses aux bonnes places. Non seulement dans les quartiers, on va déplacer notre petit vizir parce qu'on va tomber sur la tuile à prendre qui ne demande pas de paiement et qui va nous rapporter pas mal, et aussi sur les scorings, les bâtiments qui valent le coup. Donc on va aller chercher le bon truc au bon moment et on va le souffler à la barbe d'un joueur suivant, ou peut-être qu'on va essayer de le contrer parce qu'il va peut-être un peu trop marquer s'il insiste bien ou qu'il est rendu tout seul sur une partie. C'est plutôt agréable de ce côté-là. Au départ, j'avais cette impression qu'il n'y en avait pas. En fin de compte, elle est très indirecte et il faut vraiment faire attention à ce que l'on laisse ou ce que l'on prend. Ouais, c'est exactement ça. Moi aussi, je disais, bah, finalement, l'interaction, elle est pas tant que ça, mais en fait, c'est vrai elle est un peu passive, elle est sur vous, elle est comme une épée de Damoclès au-dessus de vous. Tu l'as dit, les quartiers, quand même, le nombre de tuiles d'une certaine action disponible dans la ville, parfois peuvent se raréfier énormément. C'est-à-dire, s'il y a que 3 bouquins sur la ville et que d'un seul coup, tout le monde se met à mettre des bouquins, il peut y avoir une vraie pénurie. Et que même s'il en reste quelques-uns, ces mêmes actions-là peuvent être avec des pénalités très fortes autour parce que le quartier est bourré de mendiants et bourré de malades et bourré d'étudiants. Et vous avez vraiment pas envie d'y aller. Et donc, finalement, le choix des autres est vraiment important. Et comme en plus, on a dit, il y a des doubles objectifs que vous pouvez récupérer sur votre plateau personnel, enfin des petites actions et des bonus. Donc, en fait, quelqu'un qui part sur une stratégie livre, ben, parfois, il a quand même besoin des malades. Et vous, vous avez besoin de malades pour faire votre scoring, et lui, il en a besoin pour déclencher des bonus. Donc, en réalité, on se marche vraiment sur les pieds à un moment. Au début, on ne le sent pas forcément, mais on commence à le sentir au fil de la partie. Donc, en effet, il y a cette interaction indirecte, comme tu dis. Par contre, c'est vrai qu'on regarde un tout petit peu le plateau des autres, mais pas tant que ça en Mhm. réalité. On peut regarder éventuellement s'il manque d'argent et se dire, bon là, ils peuvent peut-être pas aller payer, mais comme on peut trouver de l'argent d'autres façons, on n'est jamais trop sûr. Donc voilà, elle est là sans être là, j'aurais tendance à dire. Ouais. Avec qui jouer ça? C'est un jeu qui est intermédiaire, un peu velu. Euh, je dirais pas qu'on est sur le haut du panier de difficulté. Le jeu est vraiment simple dans sa mécanique et c'est ça qui en fait un très très grand jeu, j'ai envie de dire. Il est accessible dans sa mécanique. Par contre, dans la stratégie qu'on va mettre au point, il est complexe. Il est même très complexe. Il demande de se fixer une stratégie et c'est pas forcément évident et de la tenir tout au long de la partie. Encore une fois, il y a un temps d'attente et il faut pouvoir y résister. C'est très dur. Hein. On peut perdre le fil, on peut perdre son fil, surtout à 4, parce qu'il va falloir attendre que le plateau soit totalement stabilisé avant de pouvoir démarrer son tour. Je m'explique. À chaque fois qu'un vizir va se déplacer, eh bien, il va laisser une place potentiellement vide les 3 quarts du temps, et donc on va remettre un jeton d'action dessus. Et ben, ça se trouve, c'est le quartier qui vient juste après, ce qui arrivera à tous les tours à 4. Et donc, il va falloir savoir ce qu'il y arrive dans cette case. Et est-ce qu'elle va générer un coup? Est-ce que c'est une tuile d'action qui est nécessaire? Donc, du coup, on est obligé d'attendre son tour. C'est un peu dommage et certains joueurs peuvent ne pas apprécier. C'est là sans doute le point négatif du jeu. Moi aussi, j'ai un peu de mal à le catégoriser. Comme tu as dit, c'est pas si simple que ça à maîtriser. Pourtant, les règles s'expliquent. Et les 90 minutes, en tout cas nous, à 3 joueurs, ça a bien tenu. Ça peut même aller un petit peu plus vite si vraiment les gens sont habitués derrière. Donc, il coche beaucoup de cases, ce qui fait que tu as l'impression que ça peut être une sorte de getaway game pour les, pour les jeux experts. À des gens qui en ont un peu marre des règles compliquées, bah là, tu as dit, c'est très rapide à expliquer. Et puis, le temps est pas très long. Et puis, éventuellement, ils vont se prendre un petit peu le mur de la difficulté, peut-être pendant la partie. Et encore, peut-être qu'avec un peu de chance, ça sera bien placé, quoi. Bon, moi, du coup, j'y rejoue sans problème. Comme j'ai dit, on n'a même pas testé les modules. Pour l'instant, on n'en a même pas ressenti le besoin. Mhm. Déjà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bon, les plateaux sont asymétriques. Normalement, les 4 personnages de départ ont en effet des spécialités, puisqu'il y en a une, enfin, chacun a sa spécialité sur les 4 actions du jeu. Et la disposition du plateau est différente. Donc déjà, on a testé ça. Euh, on n'a pas trop vu la direction de chacun. Enfin, on la voit bien, elle est marquée quasiment sur l'icône de votre personnage.
mais on se dit pourquoi j'aurais tendance à faire plus ça que l'autre selon la disposition du plateau. On se doute un peu, mais finalement, on a l'impression qu'on peut quand même faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les cartes sont antinomiques. C'est quand vous avez besoin de faire de la science ou de la médecine, bah, en fait, toutes les conditions du bonus de la carte en dessous sont liées aux autres actions. Donc en fait, vous devez sans cesse faire un choix au moment de prendre la carte en se disant est-ce que je vais améliorer mes actions au risque d'avoir un bonus qui va être très compliqué à déclencher parce que je ne suis pas du tout dans cette stratégie, ou est-ce que je fais l'inverse? Moi, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à arbitrer ce choix-là. J'ai l'impression que quand on part dans une stratégie, je me dis on va faire tous les bonus. Ben, je fais tous mes bonus en effet, mais par contre j'ai des actions qui sont faibles. Et on a vu des joueurs, toi notamment, qui privilégient plutôt le côté action avec des difficultés énormes à réaliser les bonus. Bon, on voit que les deux sont valables à peu près, qu'on se rejoint à peu près tous, mais il y a quand même encore ce petite chose à casser. Donc du coup, moi j'ai bien aimé et je sens que je peux encore le gratter énormément. Et donc c'est plutôt très très bon signe. Y rejouer avec un immense plaisir. 2 parties ne se ressemblent absolument pas et c'est follement agréable. C'est issu d'un Kickstarter, on l'a dit, ça propose quelques extensions qui sont inclus dans la boîte pour encore plus de variations. C'est vraiment nécessaire, donc il y a des histoires de contrats de bâtiments publics, etc. Il y a aussi un mode solo. Tiens, on n'a pas posé la question. Un petit commentaire de quelqu'un qui a joué en solo sera très très apprécié. À noter, les plateaux et les cartes de départ sont asymétriques, tu l'as abordé, ce qui va encore plus générer de variabilité et d'envie d'essayer un petit peu différentes positions de départ et stratégies. T'en as parlé, j'ai vraiment besoin d'en rajouter. Pour une note, pour moi, c'est une barbe très joliment fournie avec quelques bourgeons qui pointent de ci, de là. C'est très, très, très bien. Ça, Bagdad, ça propose une expérience qui est accessible. Les règles sont simples. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'aussi simple, et pourtant il y a une énorme dose de réflexion, et ça c'est extrêmement agréable. Aussi pour moi c'est une grande réussite. D'ailleurs on voit quelques camélidés sur le plateau, ça se fait se poser des questions. Oui, ben moi j'hésite énormément. J'hésite énormément. J'ai presque envie quand même de lui mettre une barbe fleurie parce que plus je repense aux parties et au potentiel qu'il y a derrière, ben, je me dis finalement ils les méritent. Je trouve quand même ce qu'ils font ces deux auteurs, bon, chacun dans leur coin, mais bon, quand moi je repense à Shackleton, à Merv et même à Sankoré, je trouve qu'il y a quand même une certaine lignée dans celui-là qui est dans un niveau encore un peu au-dessus. Comme je dis, il tient dans les 90 minutes avec une simplicité et puis finalement on se creuse sans cesse la partie, les gens se répartissent un peu les objectifs, donc on a l'impression que chacun porte dans des objectifs différents, mais en fait pas du tout, on se retrouve finalement, on s'embête quand même, et puis à chaque fois on se repose la question de se dire est-ce que je vais aller chercher quand même ce scoring, maintenant il reste plus beaucoup de place, mais ça pourrait me faire gratter des points, donc je sais pas, il se passe vraiment quelque chose, je trouve qu'il marche bien dans cette simplicité et à la fois dans cette complexité, et finalement il vient dans une proposition où il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça, et nous particulièrement dans notre ludothèque, qui vient se placer dans le mode ultra simple et à la fois complexe. Ayar était un peu de ce biais-là, avec 100 ressources, etc. Là aussi, on est dans quelque chose de très simple. Et voilà, c'est tout pour Bagdad, la cité de la paix. Si vous avez envie de nous dire ce que vous en pensez, dites-le nous en commentaire. En tout cas, nous on continue à jouer et à critiquer des jeux ici sur la chaîne. À bientôt!